RDS et Balco présente le petit paquet. De retour, comme toujours, après une grosse soirée comme le Royal Rumble. Stéphane Morneau au micro. Mathieu Poulain en formule duo encore une fois. C'était François qui est toujours, disons, occupé par la réalisation du tennis sur l'horaire de l'Australie. Donc, on lui pardonnera son petit dodo. C'est plate parce que, comme la semaine passée, c'est lui qui est perdant parce que parler du Royal Rumble, autant avant qu'après, ben, c'est toujours un des moments les plus agréables de l'année du petit paquet. Surtout que cette année, je sais pas pour toi, mais j'ai pas l'impression qu'on a bien du chiolage à faire sur le Royal Rumble, chose qui est, règle générale, assez rare. Puis il est doublement perdant, François, parce que non seulement il n'est pas là, il peut pas parler du Royal Rumble, il manque ta belle compagnie. Oh oui. Et en plus, dans notre pool annuel du Royal Rumble, il s'est fait royalement laver. Ah ouais, et non seulement ça, c'est sa fille qui a gagné le pool du Royal Rumble. Vrai? Donc, il est déjà le moins bon des côtés en termes de prédiction de lutte. Bravo. Donc, c'est la fin. Mais est-ce que, dans le fond, il a perdu en raison du hasard ou c'est lui qui avait choisi, mettons, les chiffres de ses lutteurs? Elle a été autonome dans ses choix, mais notre pool fonctionne avec une base de hasard. Sauf que dans le Rumble masculin, son hasard à elle fait qu'elle avait Drew McIntyre et Roman Reigns. Ah, bon, quand même. Donc, c'était comme, ben coudonc. Elle va gagner le pool du Rumble. Mais il y avait un petit peu de suspense, mais tout ça pour dire que je pense qu'on devrait remplacer François par sa descendance sous peu. Peut-être bien. Ses disponibilités le matin, la semaine, plus compliqué, mais l'école. Écoute, c'est secondaire. Qu'est-ce que ça donne, c'est pas le titre d'un film, ça, l'école, c'est secondaire. Oui. Tu vas tout apprendre ce que tu as besoin dans la vie à la lutte. Oui, c'est ça qui est le plus important pour comprendre les grandes leçons. Mais je vais te dire que j'ai quand même de l'empathie pour François qui perd son pool de Royal Rumble. Parce que ça fait quoi, genre 5 ans que je fais des pools de Royal Rumble chez nous. Et surtout depuis l'année dernière, ou depuis, ça fait 3 ans maintenant que j'ai 2 occasions dans le même gala de gagner de l'argent. Et je n'ai jamais gagné, ne serait-ce qu'un traître Royal Rumble depuis le début de cette tradition-là. Donc ça me rend très attristé, tout ça. Et donc, je compatis pour François. Ouais, c'est ce genre de... Ça ajoute au plaisir, mais quand tu perds perpétuellement, le plaisir, ça me nuise. Sauf que ça en prenait beaucoup de désagréments cette année pour nous faire pas apprécier Rumble. C'est vrai. Parce qu'on en a jasé avant d'entrer en ondes. On en a jasé un petit peu cette semaine aussi en groupe. C'était une bonne édition. Une des meilleures, même, depuis de nombreuses années. Donc, autant le Rumble lui-même que même le gala dans son ensemble. Ça faisait longtemps que j'avais pas... tu sais, que 11 heures n'était pas arrivé puis que j'avais un sentiment aussi positif par rapport à ce que je venais de voir comme lutte. Je dirais pas que c'est un sans faute. Là, ça n'existe pratiquement jamais, des sans fautes dans l'univers de la WWE. Cela dit, les moments moins intéressants étaient vraiment très, très peu nombreux. Tu sais, règle générale, on était rendu habitué à se dire, bon, ben ce gars-là n'était pas si mal, il y avait au moins un bon match. Mais là, non, la plupart, le 3/4 des matchs, moi, j'y ai trouvé du plaisir. Il y aurait peut-être juste Lacey Evans contre Bayley qui m'a laissé pas mal de glace. Mais bon, quand je regardais sur Wikipédia un matin la durée des matchs, j'ai duré quoi, 6 minutes à peu près, 6-7 minutes. Un gros 9 minutes. 9 minutes, bon, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était pas une pilule qui était trop dure à avaler. Bon, les lutteurs n'ont jamais vraiment trouvé leur rythme. Non. Puis, j'ai trouvé même dans la préparation, il n'y avait pas vraiment, je sais pas, de grands enjeux dans ce match-là. En plus, bon, on aura l'occasion de revenir plus en détail sur le Rumble féminin, mais Sasha Banks n'était pas dans le Rumble. Je me suis dit, ben, c'est pourquoi peut-être qu'elle va avoir un rôle à jouer dans ce match-là qui avait lieu juste après. Ça n'a pas été le cas. Et justement, son placement dans la carte, juste après le Rumble féminin, qui m'a quand même beaucoup plu, ben, ça faisait en sorte que c'était un moment pour la pause pipi. Donc la fameuse pause pipi. Ben, je dis ça, c'est comme une métaphore, mais en fait, c'est qu'on a un relâchement dans notre énergie, dans notre intérêt, après justement des moments forts. Donc, ils ont souffert à la fois de la construction du match, mais aussi de leur placement dans la carte. Ben, c'est ça, c'est l'ingrat de suivre un des 2 Rumbles, ce qu'il n'y a pas après le match des hommes, parce qu'on termine la soirée. Et tu l'as dit, soirée qui a terminé autour de 11h10. Donc, on a pris des notes à la WWE. On ne déborde plus inutilement jusqu'aux petites heures du matin, jusqu'à minuit, comme des années passées, des fois, où le match lui-même du Rumble débutait à 11h moins quart. Puis on était comme, OK, je suis fatigué. Donc, carte écourtée. Nos attentes étaient écourtées aussi. On en a jasé beaucoup la semaine passée. On avait plein de directions, plein d'hypothèses. Donc, ça a sûrement aidé beaucoup à l'appréciation du spectacle. Et aussi... Regarde, je vais y aller avec des fleurs, parce que normalement, je suis celui qui traîne les pots. C'est ça. Je sais pas comment dealer avec ça, le présentement. Je vais y aller avec des fleurs. Commençons par la fin du gala, le Royal Rumble des hommes. Moi, je pense que la façon qu'ils ont décidé de nous raconter cette histoire-là pour élever Drew McIntyre comme la figure gentille de Raw,
il pouvait difficilement faire mieux que ça. Et puis, non seulement parce qu'il a gagné le Royal Rumble, ce qui est quelque chose qui contribue généralement à élever des lutteurs en haut de la masse, quoique ça n'a pas toujours fonctionné. Pensons à Shinsuke Nakamura il y a 2-3 ans. Bon, on s'attendait à des grandes choses pour la suite, puis finalement, ça ne s'est jamais véritablement concrétisé, notamment en raison de la barrière linguistique. Mais Drew McIntyre, il gagne le Rumble, mais même s'il ne l'avait pas gagné, le petit moment qu'ils lui ont donné où il nous débarrassait de Brock Lesnar, juste ça aurait été à la limite suffisant pour en faire un des favoris de la foule pour les mois à venir. Je dois avouer que moi, dans mon salon, la première moitié de ce Rumble-là, j'ai été worké. J'étais vraiment rendu de mauvaise humeur par rapport à Brock Lesnar. Je me souviens pas, il me semble que par le passé, il y a Austin ne s'était pas trouvé dans une situation un peu semblable où il sortait systématiquement les gens, puis il y a eu un petit moment où il était assis là, sur le coin du ring, il regardait sa montre. Mais bon, Austin, c'était un gentil à ce moment-là. Donc, forcément, les spectateurs trouvaient ça cool de le voir sortir systématiquement à ses adversaires, alors que là, avec Brock Lesnar, c'était l'effet contraire. Là. On se disait, mais voyons combien de temps ça va durer. Puis, tu sais, il y a eu un moment, à partir du... Je pense que Kofi est rentré 10e, et ça a été... Ben, ou ça, 7, 8, 9 là, dans ce coin-là. Ça a été le premier, en fait, à ne pas être automatiquement éliminé. Donc, on s'est dit, bon, ben peut-être que c'est Kofi qui va réussir à vaincre la bête. En plus, étant donné qu'il s'était fait humilier par Brock Lesnar lors de la fin de son règne de champion, ben il y avait peut-être du matériel ici pour faire ça. Là, les lutteurs se sont accumulés. Tu as eu, Keith Lee qui est arrivé. Tu as eu Braun Strowman qui sont arrivés. Donc, c'est tous des adversaires légitimes. Mais non, Brock finissait toujours par avoir le dessus. Là, je m'en pouvais plus et ça a pris Drew McIntyre qui est arrivé quoi, 15e après? 14? 16e pour, avec l'aide du coup entre les testicules de Ricochet, avoir le dessus sur Brock Lesnar et le pop que ça a entraîné. Donc, de toute beauté. Et, tu sais, je pense que on le voit souvent quand Brock Lesnar est enthousiaste par rapport à un adversaire, peu importe là, ce qu'on peut penser de lui par rapport à la quantité de soirées qu'il va travailler dans une année, il est quand même excellent pour bien faire paraître les gens. Et le sell qu'il a fait sur le Claymore de Drew McIntyre, qu'il l'a fait passer par-dessus la 3e corde, était absolument renversant. Donc, Drew McIntyre était un made man à partir de cette seconde-là. Oui, ça a l'air que c'est la décision de Paul Heyman d'aller dans cette direction-là. C'était la volonté de Paul Heyman que Brock mette over Drew. Et tu l'as dit, c'est que la première moitié a contribué à justement nous faire apprécier ce moment-là. Et ce moment-là a contribué à créer une tension dans le quatuor final. Parce que là, on se disait, Drew a sorti Brock. Il n'est pas obligé de gagner. Il peut quand même avoir sa chance au titre. Donc, on pouvait aller ailleurs. Donc, tout le long, on se disait, est-ce qu'on le donne à Edge? Est-ce qu'on le donne à Roman Reigns? Même le duo final, c'était contre Roman Reigns, qui a toujours des chances de gagner le Royal Rumble. Donc, l'attention fonctionnait. On n'aurait pas été surpris personne si Roman avait fini par sortir Drew. En plus, je l'avais dans mon pôle, je l'espérais. En plus, tu l'avais dans ton pôle. Donc, tout ça a contribué à... Cette histoire-là a été l'histoire de Drew. C'est lui qui a passé le plus de temps dans le ring avec 34 minutes. A sorti Brock. Donc, on a eu un Rumble en 2 temps où la première moitié alimentait la deuxième moitié. Et pour Drew McIntyre, regarde, on lui donne toutes les munitions puis on fait le test. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, regarde, au moins ils pourront dire on a essayé. Et là, le gros lobby, c'est Paul Heyman voudrait que ça termine WrestleMania. Vince McMahon pense que non. Il voudrait Roman contre The Fiend. Et de Roman, lui, c'est ça, il se positionne pour le championnat à SmackDown et c'est correct. On en parlait dans nos prédictions. Soit Roman gagne, il va confronter The Fiend, ou il va l'avoir quand même ce match-là d'une autre façon. Ça va être d'une autre façon. C'est très correct. Donc, tu sais, cette portion construction-là, moi, je l'ai trouvée limite parfaite. Le bout qui m'a un petit peu dérangé, c'est que Brock Lesnar a encore comme fait mal paraître certaines personnes, parce que là, l'objectif, c'était on prend Drew, on le monte d'un étage. Mais... Braun Strowman a eu l'air un peu du dindon de la face. C'est ça qui était ta prédiction comme gagnant la semaine dernière. C'est ça, c'était un petit peu mon choix obscur. Tu avais réussi à me convaincre en plus, là, mais finalement, il a duré quoi, 2 minutes dans le ring après Lui et Keith Lee ont fini par s'auto-nuire au lieu de s'aider. Keith Lee a eu un super moment, mais encore là, n'a pas duré très très longtemps. Non, tu l'as dit, Kofi, c'était pas beaucoup. D'habitude, il y a tout le temps son spot au Rumble. Là, il est resté 5 minutes avec Biggie et Rey Mysterio. Les 3 se sont fait sortir dans le temps de le dire. Donc, tu sais, tout ce mélange-là de il faut
mettre Brock haïssable pour construire Drew, c'est le bout que je trouve que c'est du dommage collatéral. Ouais. On aurait pu ne pas écraser tout le monde dans le processus. Ouais, tu sais, Eric Rowan qui se fasse sortir vite, on s'entend que c'est pas dramatique. Il y a John Morrison, ça m'a un petit peu surpris parce qu'il est en train de revenir. Donc, tu sais, c'est le moment justement où on veut rebâtir un peu sa réputation. Donc, on aurait pu envoyer quelqu'un d'autre. La veille, après Worlds Collide, il passait son espèce de WWE Chronicle, John Morrison, où il raconte, là, en 2011, j'ai quitté pour blablabla. Puis là, c'est comme mon retour, ma rédemption, j'avais des choses à prouver. 5 secondes, merci, bonsoir, ciao, la visite. Tu sais, il aurait pu envoyer quelqu'un d'autre. Mets-les pas dans le Rumble, c'est pas grave. Envoie de la chair à pâturage de SmackDown. Otis et son partenaire ont été ôtés du Rumble. Il y en a une couple en fait, qui avait été annoncée qui n'y ont pas participé, notamment Bobby Lashley et Rusev. On s'attendait à ce qu'ils utilisent le Rumble pour continuer à faire avancer leur histoire. Finalement, on a décidé d'aller dans une autre direction et tant mieux, parce que je pense que cette histoire-là, finalement, comme tu disais, le Rumble était pratiquement parfait dans son booking. Ça aurait été une distraction, en fait, à l'intérieur de cette heure de lutte. Donc, une bonne décision. Ils ont dit, bon, il y a eu une altercation dans le parking avant le gala. Finalement, ils sont pas dedans. Peu importe la raison qu'ils avaient mis de l'avant, on aurait été satisfait. Donc, voilà pour ça. Et sinon, l'autre gros moment, c'est le retour de Edge. Retour qui a été un tantinet gâché par une très mauvaise décision de réalisation. Donc, le premier spear de Edge, après genre 10 ans d'absence, le réalisateur décide de couper vers la foule. Et donc, si vous tenez un petit peu sur Reddit, le forum Squared Circle, il y a eu des excellentes jokes toute la semaine par rapport à ça. Genre, si le réalisateur du Royal Rumble avait réalisé, mettons, Hulk Hogan contre André the Giant à WrestleMania 3, puis tu vois, genre, on coupe genre le body slam, puis on coupe le leg drop. Donc, c'était quand même très, très drôle. Là, semble-t-il que, bon, dans les versions qui vont être diffusées pour la suite des choses, ils vont ajouter le montage un petit peu pour garder donc le plan, pas original, mais pour qu'on voit en fait le spear en question. Mais quelle réaction de la foule et quelle réaction même dans le visage de Edge, on le sentait là, au bord des larmes, l'émotion était palpable, c'était vraiment un moment qui était magique. Et c'était vraiment le fun à voir, mais t'sais, ce que j'ai pas pu faire autrement que de me dire, on se l'était fait un petit peu annoncer. Il y avait comme le journaliste là, de Pro Wrestling Insider. C'est ça, il n'y a pas de fumée sans feu. Là. Qui l'avait annoncé. Puis là, dans la dernière semaine, Edge avait dit, ben non, ces rumeurs-là n'ont pas de base véritable. Le journaliste était revenu pour dire, non, si Edge n'est pas de retour la semaine prochaine, je démissionne, quelque chose de même. Ce qui faisait en sorte qu'on s'y attendait. Et c'est le fun spéculer, c'est le fun les rumeurs, mais à quel point ce moment-là aurait été encore plus cool si on avait eu aucune idée que c'était une possibilité que Edge revienne. Donc, je veux dire, c'est un moment qui était tout à fait appréciable, mais on peut s'imaginer que ça aurait été encore mieux si c'était sorti de nulle part. Ben, c'est l'ère Internet. On revivra jamais John Cena à Madison Square Garden, que c'était pourquoi on avait autant adoré le moment. C'est que, hey, t'es supposé d'être blessé, toi, qu'est-ce que tu fais là? Edge, on a la même réflexion. Tu es supposé avoir le coup en 4. Qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est ça. Ça faisait un mois que les rumeurs émanaient un peu de la même source qui avait l'air très, 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 très convaincu. Et là, Edge est là, mais je trouve qu'ils ont trouvé une façon quand même de plaire aux gens dans la foule qui sont peut-être pas au courant de ces affaires-là, parce que c'est pas tout le monde qui lit des rumeurs, et en même temps surprendre les gens comme toi et moi qui s'en doutaient un peu en évitant de placer Edge 28, 29 ou 30. On le rend 21 en plein milieu du combat. Drew est encore dans son momentum d'avoir sorti Brock, et là, tu prends une pause quasiment d'1 minute et demie pour laisser à Edge rentrer, les feux d'artifice, la musique. Et il a passé comme 25 minutes dans le ring, là, Edge. Il a eu une très bonne durée parce qu'il s'est rendu jusqu'au quatuor final, a eu des va-et-vient, a eu des altercations avec des nouvelles personnes. Et il y avait le sourire étampé d'en face tout le long. 46 ans pour Edge, est en super forme, a vraiment repris le contrôle de son corps. On l'a vu en tant qu'acteur, il y avait des fluctuations. Tu t'entraînes moins, forcément, tu vieillis, tu essaies des nouvelles affaires. Et là, il l'a avoué le lendemain à Raw. Là, je me suis repris en main, je me suis remis en shape. J'ai eu une autre opération pour placer des trucs. Et là, Meltzer nous confirmait que c'est un contrat de 3 ans que Edge a signé avec des dates limitées. Donc, il ne sera pas à Raw chaque semaine. C'est correct aussi. C'est très correct. Parce que si par date limitée, c'est dans les eaux de Brock ou quelque chose comme ça, puis on a 4-5 combats de Edge par année,
très down avec ça. Il n'y a pas besoin des champions du monde, Edge. C'est pas ça l'histoire qu'il veut nous raconter. C'est je reviens et je termine ma carrière de mes propres moyens. Je veux finir l'histoire à ma façon. C'était l'insistance. Et moi, à ce moment-là, oui, j'ai marqué, je m'y attendais, mais quand les premières notes ont joué, je fais « Ah, yes, ils vont, c'est là. » Et cette satisfaction-là, il y a juste le Rumble qui nous donne ce genre de truc-là. Dans les dernières années, il n'y avait pas eu de moment équivalent. Là, voir Shane de Hurricane Helms, AJ Styles, il y a comme quoi maintenant, 4-5 ans. Puis en plus, Styles, on connaissait pas la musique. Fait que là, c'était comme, numéro 3, c'est comme, oh, OK, c'est AJ. C'est quand Phenomenal est arrivé sur l'écran que le monde a fait 1 + 1 égale 2. Donc le Rumble te permet ces affaires-là et te permet aussi des surprises qui font un peu patate, genre MVP. Ouais, c'est ça. T'es bien content de le revoir, MVP, mais... Moi, je l'ai jamais connu avant MVP, fait que ça m'a créé aucune réaction. À la limite, je me suis dit, c'est une place gaspillée pour un lutteur, quoique il faisait partie de la première moitié du Rumble, donc il s'est fait éliminer immédiatement. Certains se demandaient, est-ce que c'est un retour régulier pour MVP? Mais non, même lui, sur Instagram, a confirmé que son match lundi contre Rey Mysterio, c'était son dernier match à la WWE. Donc, c'était juste pour clore la boucle, un peu comme genre Jeff Jarrett l'avait fait. C'était quelques dates seulement. De toute façon, son combat contre Mysterio, on n'en parlera pas en long et en large, mais c'était laborieux. Là. Il lui a peut-être donné une commotion dans les premières minutes. En plus. MVP n'est plus tout à fait au sommet de sa forme. Là. Ses années à TNA avec les abus et tout ça, ça a un peu raison de lui. Tant mieux s'il est en forme et qu'il se sent bien. C'est un retour tel que tel, sinon dans le Rumble. Et c'est ça, on a sorti des noms, ça nous a permis un petit peu de surprise. Ça nous a permis aussi des noms de la NXT. On a parlé un peu de Keith Lee qui est venu... Keith Lee est plus gros que Brock Lesnar, Simonac. Puis juste dans la réaction de Brock Lesnar, il a contribué à bien faire paraître Keith Lee. On voyait la surprise, l'espèce d'interrogation, pas la frayeur dans ses yeux, mais il savait pas de quel bord le prendre. On l'a même vu dire avec sa bouche, mais sans le son, genre « Who's that motherfucker? » Donc c'est un moment qu'on a quand même trouvé divertissant. Puis bon, Keith Lee a justement eu... il s'est pas fait juste sortir immédiatement. Il y a eu quelques instants, 2-3 minutes quand même d'altercation. Brock a accepté de le faire bien paraître. Donc ça, c'était super cool. Matt Riddle, lui par exemple, n'a pas très bien paraître. Et semble-t-il que justement, il y a des tensions en arrière-scène, que les gens, les producteurs le trouvent un petit peu arrogant dans sa volonté toujours de lancer des défis à des gens qui sont comme en haut de lui dans la hiérarchie. Riddle s'est pas fait d'allié en isolant Brock Lesnar sur les médias sociaux. Brock Lesnar lui-même, ça a l'air qu'il était furieux après lui au Rumble. Il a fait la même chose avec Goldberg. Ouais, il voulait pas le voir, il voulait rien savoir, comme parle pas de moi, on n'a pas d'affaires dans la même conversation. Donc, il se fait pas d'allié parce que Lesnar a de l'ancienneté. Lesnar a un statut spécial, même si t'es pas d'accord avec son statut spécial. C'est comme si t'arrivais comme chez le Canadien de Montréal puis que t'essayais de te pogner contre le coach. Comme, fais pas ça. Comme, prends ton trou. Le Riddle a eu son spot au Rumble, a pas très bien paru, s'est fait sortir par King Corbin en 30 secondes. Ça donne du heat à Corbin parce que le monde était content de voir Riddle. Donc, tu sais, c'est un peu ça. Mais inversement, Keith Lee, lui, arrive, se compare à Brock Lesnar, essaye pas de prendre sa place. Et Lesnar est assez intelligent aussi dans le ring et à l'extérieur pour se rendre compte que, hey, peut-être que dans un an, j'ai de l'argent à faire d'avoir un programme contre Keith Lee. Moi, je serais bien intéressé à voir ça. Donc, fallait bien faire paraître Keith Lee. Donc, il est aussi gros, il est large, tu sais. Ça se vend tout seul, là. Donc, c'était juste une belle façon de nous dire, hey, on va juste prendre le bâton à mesurer, on va y mettre un côté de l'autre. Hey, ouais, ça fait très ça. Tu sais, comme, tu te fais ton barème, là, puis comme, ouais, ça, à un moment donné, on va l'utiliser, mais pas là. Là, on n'a pas besoin là. On a juste eu la première petite confrontation. Keith Lee n'a pas trop mal paru. C'était pas... J'aurais pris autre chose pour Keith Lee, mais regarde, il était là, ça a bien fait. Matt Riddle était là de la NXT aussi. Sinon, côté surpris, c'était pas mal ça, puis c'était bien. On avait un Rumble que les surprises étaient dans la façon de raconter l'histoire et dans l'intrigue. Vraiment en deux actes. C'est ça, en deux actes. Et on place les pions, parce que là, on a McIntyre-Lesnar, c'est fait, c'est confirmé. McIntyre a laissé le suspense durer 4 secondes d'écart à peu près à Raw. Il a dit, c'est Brock que je peux. On s'y attendait, surtout que c'est Brock qui avait sorti. Brock est resté à l'extérieur du ring pendant quelques minutes après pour échanger des regards de frustration. Alors, ça s'écrivait tout seul. Ça s'écrivait tout seul. Donc, tu sais, ça, c'est facile. Tu as eu Keith Lee, Braun Strowman. Peut-être ils se sont frottés ensemble, mais sinon, dans la deuxième portion du combat,
Seth Rollins a terminé le Rumble et rentré 30e avec son groupe. Buddy Murphy a été sorti du Rumble, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il était là avec les apôtres du Messie. Donc, on est venu picosser Samoa Joe, Kevin Owens encore. Ça permet de les sortir du Rumble pour leur faire autre chose. Donc, tout ça, ça continue, c'est alimenté, ça brouillonne, mais la chose qu'on a vraiment alimentée, puis qu'à Raw, ça s'est cimenté, c'est Randy Orton contre Edge pour WrestleMania. Écrivez-le tout de suite, ça va arriver. Oui. C'est tout de suite après le Rumble, les gens semblaient espérer AJ Styles contre Edge à Mania. Ça se passera pas de un. AJ Styles semble s'être blessé. Là. Il a comme voulu vraiment bien faire paraître Edge. Il a fait un petit flip de trop en vendant son spear. Puis je pense qu'il est tombé sur son épaule. Fait que là, on le verra pas à l'écran pendant quelques temps. Je sais pas, on n'a pas encore l'espoir, c'est qu'il soit prêt pour WrestleMania, mais on parle d'une dislocation avec peut-être des dommages au nerf. Donc, c'est court comme laps de temps, là, plus ou moins 2 mois pour se remettre en forme. Donc, on va le voir très, très peu AJ Styles dans les prochaines semaines. Mais par contre, Randy Orton, lui, on va le voir parce que là, naturel, Randy Orton est redevenu méchant. Et il est non seulement redevenu méchant, mais il est redevenu pertinent. Un prédateur. Ça fait, on a souvent répété qu'on le trouvait un peu plate de Randy Orton, sans être paresseux, mais qui se démarquait pas toujours du lot. Puis il roulait un petit peu sur sa réputation des dernières années, sur ses accomplissements passés, tandis que la fin de Raw cette semaine, c'était du Randy Orton des beaux jours. Edge, qui avait essentiellement juste à vendre la douleur, le fait comme le maître qu'il est, en fait. Et puis c'est toujours ça aussi qui est le fun. Ben, le fun. Entre guillemets, quand un lutteur revient d'une blessure très grave qui pouvait peut-être même potentiellement avoir mis fin à sa carrière, c'est que toujours les premiers bumps que ce lutteur-là va prendre après, il va toujours avoir une partie de nous qui va se demander, mais est-ce qu'il sell ou est-ce que c'est de la douleur véritable? Comme quand Daniel Bryan était revenu, là, à chaque fois qu'il mangeait un coup proche de la tête, là, moi, je me rongeais les ongles, j'étais comme, ben là, c'est peut-être qu'il n'est pas en train de faire semblant, peut-être qu'il est vraiment en train de faire une autre commotion, puis là, il est en train de mourir. Même chose quand Edge se tortillait de douleur, il criait pas, il faisait juste faire comme... ça avait vraiment l'air vrai, donc bravo pour ça. Puis le coup final de chaise, comme la tête entre 2 chaises, merveilleux. Donc, grosse fin de Raw, gros Rumble. C'est le fun de la lutte cette semaine. Ben oui, c'est le fun de la lutte. Puis c'est ça, c'est un choix judicieux. Orton a travaillé avec Edge beaucoup. Oui. Ça remet Randy Orton dans ses souliers où il va bien. Donc, on a un programme pour lui à WrestleMania où on va avoir envie de le voir, on va avoir envie de l'haïr. Parce que là, techniquement, il a reblessé Edge. Fait que là, c'est comme, est-ce que Edge va revenir ou pas? Tu peux ramener n'importe quoi là-dedans. Tu peux y mettre plein d'obstacles en attendant WrestleMania. Ça a tout été installé dans le Rumble masculin. Donc, quand on parlait d'une bonne édition du Rumble, ben c'est ça. Tu lances la route vers WrestleMania. Tu fais pas juste pointer le signe, m'en va, Miami, t'aimes pas, whatever. Tu installes des choses concrètes. Et même si on le voit venir 2 mois d'avance, ben c'est ce que je veux. Je vois la destination à cette heure. Amène-moi. Et là, je pense que c'était un super coup d'envoi pour le Rumble des hommes. Et j'aurais pas les mêmes fleurs pour le Rumble des femmes. Ben, je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce que tu as à dire parce que moi, mis à part, je dirais... l'apparition, c'est quoi, en numéro 29 de Santina, là, que j'ai trouvé ça, c'est une abomination. C'est honteux. Vraiment, vraiment, vraiment honteux. C'est ça. Puis, tu sais quoi, il se sort lui-même. C'est comme s'il était comme conscient que c'est une mauvaise idée qu'il soit dans le ring, puis il a voulu se débarrasser lui-même de lui-même. En tout cas, vraiment, vraiment mauvais. Surtout que, bon, on s'attendait à voir Sasha Banks qui n'était pas là. J'ai hâte de savoir c'est quoi les raisons on parle derrière d'une blessure, ça. mais on dit pas c'est quoi la blessure. Donc, ça a l'air d'être au niveau des jambes, mais il n'y a comme pas de rapport officiel, mais elle n'est pas à la télé depuis quelques semaines. Elle est pas dans le Rumble. On la voit, mais elle se bat pas. C'est ça. Donc, est-ce qu'on la protège pour quelque chose de plus gros? Est-ce qu'on s'attend à ce qu'elle aille sous le bistouri puis on va la perdre un temps? On jongle avec ces balles-là, mais elle est absente du Rumble. Comme tu dis, pour faire de la place à Santina. Seigneur. Mais quand même, ce que j'ai beaucoup aimé, on reviendra sur la fin, là, mais ce que j'ai beaucoup aimé, on vient d'évoquer que le Rumble masculin, c'était une histoire racontée en 2 actes. C'était pas mal la même chose qui s'est passé du côté du Rumble féminin. Puis c'est correct. C'est des matchs, les deux ont duré autour d'1 heure. Là. Raconter une seule histoire en 1 heure, à un moment donné, bon, tu fais le tour, tu as l'impression de faire du surplace. Et là, ben, la première moitié que j'ai beaucoup aimé, c'était leur Bianca Belair. Moi, ça fait
fait longtemps que je dis que cette lutteuse-là, elle a un avenir absolument brillant et visiblement, je ne suis pas le seul à penser ça. Dans les hautes sphères de la WWE, on lui fait confiance parce qu'elle, je ne sais pas combien d'adversaires elle a sorti dans le cadre de ce Rumble-là, mais c'est ça, j'allais dire une dizaine à peu près. Elle a eu l'air vraiment extrêmement forte. La première moitié du Rumble, c'était comme elle puis Alexa Bliss, là, essentiellement, là, qui s'échangeaient un peu la position de tête. Je m'attendais à la voir à la limite rester jusqu'à la fin, mais bon, ça n'a pas été le cas. La deuxième moitié, c'était plus Charlotte, en fait, qui brillait. Et on lui a donné les grands honneurs à la toute fin. J'avais dit la semaine dernière, malgré les rumeurs comme quoi Shayna Baszler allait gagner, on dirait qu'il y avait quelque chose qui faisait en sorte que j'y croyais pas vraiment à Shayna Baszler. Et finalement, effectivement, on n'est pas allé dans cette direction-là. Même Shayna Baszler a été dans le ring pas super longtemps. Elle était là 5 minutes, mais elle a sorti 8 personnes quand même. Elle a fait un ménage à la fin pour installer le top 2. Mais oui, elle a rentré dernière. Elle a juste fait table rase, mais après 5 minutes après, c'était terminé. Donc, Et donc, Charlotte, qui est la vainqueur du Royal Rumble. En même temps, on sait à quel point Charlotte était importante dans la division féminine. C'est une accolade qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Donc, c'est normal qu'à un moment donné dans sa carrière, Charlotte gagne le Royal Rumble. Là, on a l'impression que ça sort un petit peu de nulle part, du moins dans les histoires racontées, que ce soit elle. Surtout qu'on avait peur que, ça soit encore Becky contre Charlotte à WrestleMania, mais là, Charlotte n'a pas encore annoncé quel serait son adversaire et les rumeurs qui semblent circuler, c'est qu'elle n'ira ni du côté de SmackDown ni du côté de Raw, mais c'est bien Rhea Ripley à NXT qui sera l'adversaire de Charlotte. On verra bien, c'est des rumeurs qui circulent. C'est des rumeurs. Les choses ont le temps de changer d'ici les prochains mois, mais ça, à la limite, ça serait une bouffée d'air frais. Et Charlotte contre Rhea Ripley en 1 contre 1 à WrestleMania, j'avoue que ça m'intéresse. Si c'est ça la direction... Là, je suis vraiment intrigué. Ce que j'ai pas aimé de la soirée du Rumble, c'est qu'on a pris le chemin convenu. On a raconté une histoire très linéaire. Bianca Belair a bien paru, il fallait la monter. C'est la prochaine aspirante à Rhea Ripley, justement, à TakeOver Portland. Mais sinon, le Rumble féminin était très va-et-vient. Il n'y a pas eu, à l'exception de Charlotte et un peu Shayna à la fin, les tensions qu'il y a eu dans le ring ne déboucheront pas sur rien. Dakota Kai puis l'autre... Tegan Nox. Tegan Nox se sont même pas éliminés mutuellement. En fait, Dakota Kai n'était même pas dans le Rumble. Tegan Nox était là, donc on pouvait s'attendre à ce que Dakota arrive pour genre la screw-away d'une façon quelconque. Mais non, ça n'a pas été le cas. Mais c'est le fun. Il y a eu un bel équilibre de légende et de lutteuse de NXT. Moi, j'avoue que Molly Holly, je suis toujours content de la voir dans le... Mais surtout, mais là, c'était spécial. Mighty Holly, c'était pas un gros bout de sa carrière. Non, mais je l'avais justement dans mon pool, fait que j'étais content d'être cheeré pour elle. Puis sinon, juste parenthèse, il n'y a pas encore grand-chose à dire sur elle, mais Shotzi Blackheart, il y a comme 1 mois, personne ne la connaissait ou presque, et là, elle débarque comme une tonne de briques à NXT. Elle a bien paru au cours des dernières semaines. Là. Dans l'épisode d'hier soir, elle a fait une entrée dans un petit tank. Elle a l'espèce d'attitude de punk rockers asiatique, cheveux verts. En tout cas, elle a vraiment un look qui fonctionne bien, très charismatique. Donc, j'ai l'impression qu'elle sort de nulle part, mais elle risque d'aller loin. Puis, on lui donne une place dans le Rumble. Je veux dire, il y a 2 mois, elle n'était même pas à l'emploi, je pense, de la WWE. Puis là, elle se retrouve dans cette situation-là. Quand même, elle doit se pincer là, pour se demander si elle est dans un rêve ou si c'est la réalité. Non, ça, ils l'ont bien fait. Beaucoup de place, justement. Tu le dis, Shotzi Blackheart, on prépare l'après Shayna un peu à la NXT. Oui, c'est Rhea Ripley, ça va être Toni Storm éventuellement, mais on prépare la relève aussi. Elle va en faire partie, c'est bien. Tu parles de femmes qui n'étaient pas là il y a quelques semaines. Mercedes Martinez vient d'arriver à la NXT, a un spot dans le Rumble. Bon, elle n'a rien fait de marquant, mais elle était quand même présente au Rumble en tant que telle. C'est un exploit. Donc, tu sais, c'est ça la direction. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient déçus de ne pas voir d'implication de Ronda Rousey. Elle a d'ailleurs joué avec ça sur les médias sociaux. Si vous suivez sa chaîne YouTube qu'elle a avec son mari, elle a un peu niaisé tout le monde. Ouais, vous pensez que j'allais être là? Mais non, je la regardais dans mon salon avec mon chien chez nous, puis j'étais bien relax. Donc, ça aurait été surprenant, par contre, s'il y avait eu un retour. Je veux dire, quand on a vu que le gala commençait essentiellement, c'est le deuxième match là, avec le Rumble féminin, tout de suite, on pouvait se dire, Ronda sera pas là. T'sais, si Ronda avait été là, ça aurait probablement fini le show. On s'en doutait. Mais sans Ronda, t'aurais pu avoir les Horsewomen qui viennent aider Shayna à la limite. Ils ont comme isolé Shayna Baszler de ce qui a fait qu'elle était très bonne à la NXT. Elle était toute seule. Elle a un clan avec elle. Elle est comme...
vous auriez pu jouer cette carte-là, mais regarde, Charlotte l'a sortie, elle a pas mal paru, je pense que Shayna aurait pu mieux paraître que ça, sauf que, comme tu dis, si là, les rumeurs envoient Charlotte à NXT contre Rhea Ripley, ça, je veux voir ça. Premièrement, les deux, on le remarque moins. Là, Charlotte, on est comme habitué, mais c'est une femme qui est imposante. Elle est musclée, elle est grande. Rhea Ripley, là, c'est pas une enfant de cœur, elle est très grande aussi. Donc, les deux, une à côté de l'autre, vont avoir une espèce de look de grand moment. Là, ça va détonner, ça va être vraiment excellent. Parce que pourquoi on pense que Charlotte va aller là? C'est que là, le plan semble être Becky, Shayna Baszler. On va l'installer. J'ai pas vu ça passer. Semblerait-il que là, ça serait de sortir Becky de sa rivalité avec les Kabuki Warriors et Asuka plus précisément pour installer Shayna à Raw. Elle viendrait réclamer d'une façon ou d'une autre un combat de championnat, probablement en se basant sur les Survivor Series où c'est Shayna Baszler qui avait tout gagné. J'avoue. Donc ça a l'air que c'est dans les cartes pour faire ce gros combat-là à WrestleMania et peut-être garder le suspense de est-ce que Ronda va être dans le coin de Shayna, oui ou non. T'sais. Et après ça te libère aussi de l'autre côté Bayley pour un combat de championnat avec peu importe, là, je ne sais pas quel programme tu veux monter à SmackDown. Donc, ça te donnerait 3 angles de combat féminin pour WrestleMania. Puis, on le sait que ça va durer 48 heures anyway, cette carte-là. Donc, au moins, nous donner quelque chose d'intéressant qui nous intrigue. Pourquoi pas? Puis, si tu crées le précédent que le gagnant du Rumble peut aller défier quelqu'un d'NXT, c'est intéressant. Parce que c'est pas dit une année que tu vas pas faire « Hey, sais-tu quoi? Je donne le Rumble à quelqu'un du milieu de la carte, mais que lui, son target, c'est « Hey, je m'en vais défier le champion NXT. » Puis, à la limite, reste à voir si c'est vraiment ça qui se passe. Peut-être que ce match-là, puisque c'est pour le championnat NXT, en plus, il parle même plus désormais là, de championnat féminin et masculin NXT. Les deux, c'est champion NXT. Et donc, peut-être que ça pourrait faire un match de moins sur la carte de WrestleMania. Le match pourrait avoir lieu à TakeOver la veille. On se plaint souvent que WrestleMania, c'est trop long. Ben, ça pourrait être une bonne stratégie. Au lieu de WrestleMania, tu le considères comme WrestleMania Weekend. C'est ça. Tu sais, je suis curieux. Je ne sais pas s'ils vont oser, mais moi, je suis vraiment intrigué par cette direction-là. Mais l'intrigue s'est ajoutée après. Pendant le combat en tant que tel, j'étais comme « Ah, ben Charlotte a gagné. C'était un petit peu juste... Ben, c'est ça. C'est comme quand Randy Orton avait gagné il y a 2 ans. Je suis comme « Ah, ben ils l'ont donné à Randy Orton. » C'est ça. Puis Charlotte gagne, puis on est comme pas certain si elle est gentille ou si elle est méchante. Donc, elle gagne sous des huées. Fait que là, on se dit, bon, OK, elle va être méchante, mais quand elle rentre vers le dugout, elle fait des sourires puis des fist bumps au monde. Fait qu'elle a une attitude de gentille. C'était un peu ambigu. Fait que je sais pas dans quelle direction ils vont aller, mais je pense que là, peut-être qu'on commence à vivre avec Charlotte qu'est-ce qui a été le cas avec Roman Reigns dans les années passées. Donc, les gens ont l'impression, ont envie peut-être de voir autre chose. On reconnaît son talent, on reconnaît que c'est une main eventeuse, mais on l'a peut-être trop vu. Peut-être. Il y a une certaine fatigue. Regarde, on va voir comment ils vont relancer ça. Mais sinon, j'ai pas envie qu'on se tourne sur tous les matchs de la carte parce que le reste, tu l'as dit, c'était correct. Bon, c'était pas non plus marquant. Par contre, je pense qu'il faut souligner que The Fiend vient nous donner son meilleur combat depuis son changement de personnage. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que le strap match serait une espèce d'handicap au combat puis qu'on se mêlerait un petit peu dans l'histoire. Mais Daniel Bryan étant un génie de la lutte et Bray Wyatt étant aussi quelqu'un de très, très affûté au niveau de la psychologie du ring, ils nous ont concocté quelque chose d'unique, de violent. Daniel Bryan était mauve après. Là. Pas noyé dans un éclairage rouge. Pas noyé dans le rouge. Peut-être que le stade de baseball ne le permettait pas. Puis on dirait que cette contrainte-là les a obligés à « Hey, j'ai pas besoin de ça, j'en veux pas. » C'est ça. Puis là, on crée un précédent comme quoi c'est pas obligatoire l'éclairage rouge avec Bray Wyatt. Puis je pense que tout le monde est gagnant. Dès le début, ça faisait un petit peu gadget. Puis ça nuit à notre appréciation du match. Puis justement, dans un match comme celui-là, où une partie de l'histoire qui est racontée, c'est le corps des lutteurs qui graduellement se tuméfie. Dans l'éclairage rouge, on l'aurait pas vu passer. Là. Donc vraiment très réussi ce match-là. Puis bon, à la fin, justement, on joue la carte Daniel Bryan qui est comme limite blessé, donc ça donne une excuse pour pas aller en Arabie Saoudite dans 2-3 semaines. Parce qu'on sait qu'il n'est pas intéressé par ces gars-là à juste titre. Donc, excellent match. Je voudrais aussi dire quelques mots. En fait, féliciter le match de Baron Corbin et de Roman Reigns qui a ouvert la carte. J'avoue qu'au tout début de ce match-là, bon, tu sais, le gars-là commençait, il y a des gens qui arrivaient chez nous. Je n'étais pas encore sûr que ça m'intéressait. Ça m'a pris, mettons, 5-6 minutes avant de commencer à porter attention. Et
il y a vraiment un moment où, il y a eu des interventions extérieures, là, des Usos, puis de Robert Roode, puis Dolph Ziggler. Les interventions en tant que telles n'étaient pas vraiment intéressantes, sauf que j'ai vraiment senti que le rythme du match a changé à partir de ce moment-là. Et c'était aussi grandement dû à je ne dirais pas la réalisation, mais les caméramans, en fait. Ce match-là nous a donné des images, une façon de filmer un match de lutte qui était tout à fait différente de ce à quoi on était habitué. Donc, vraiment, on était au milieu de l'action, alors que d'habitude, on est à l'extérieur de celle-ci. Ça nous a donné des plans vraiment cool, là, des Superman Punch qui arrivent d'angle mort. On avait vraiment l'impression d'être dedans. Et le segment final, donc le spear sur le toit du dugout des Astros, avec des shots de grue de Roman Reigns qui a l'air d'un conquérant absolument plus grand que nature. Donc, oui, il ne gagne pas le Rumble à la fin, mais cette shot-là, j'imagine qu'on va la revoir dans des vidéos package dans l'avenir parce que c'était vraiment impressionnant. C'était pas WrestleMania, c'était pas aussi gros que WrestleMania, mais ce match-là nous donnait l'impression que le gala était aussi gros que WrestleMania. Donc, chapeau pour ça. Ouais, puis on peut assumer que Roman Reigns a gagné sa rivalité. Là, je pense que maintenant, on arrive au point final bientôt de tout ça pour le faire passer peut-être dans les pattes du Fiend. Belle façon de le faire. Surtout si tu donnes pas le Rumble, tu sais, on s'entend, là, j'ai pas été transcendé par un street fight dans un stade de baseball. Mais c'était ce que c'était, puis c'était correct, c'était bien raconté. Tu vois que les deux savent où ils s'en vont avec ça. Puis King Corbin, regarde, on a fait notre paix avec ça depuis un an. C'est un bon méchant qui éponge la haine des gens puis la reflète dans ses actions après. Donc, regarde, c'était bien mené. Ça a fait une belle soirée de lutte là, de 7 à 11, assez compacte. L'après-carte, c'est l'après-carte, à moins que tu veuilles vraiment en parler. Je l'ai à peine regardé. C'était très correct. On peut souligner qu'Andrade a conservé son championnat des États-Unis 24 heures avant de se faire suspendre pour 30 jours. Oups. Parce qu'il s'est fait pincer avec des affaires qui n'avaient pas d'affaires. On sait pas c'est quoi. Quand même triste, parce que la semaine passée, on vous parlait d'à quel point ça commençait à aller bien ses affaires. On le voyait avec Charlotte, il était de plus en plus présent. Et là, 30 jours. Cela dit, on sait qu'il ne sera pas à l'écran pendant 30 jours, mais même si lundi soir, il y avait un match de championnat américain contre Humberto Carrillo, on a quand même pris la décision de le laisser conserver son championnat, ce qui nous force de constater que ce n'est pas un désaveu. Donc, cette suspension-là, on est conscient à la WWE que Andrade, c'est un lutteur fiable, que c'est l'avenir de Raw passe, entre autres, par Andrade. Et quelque chose qu'on voit rarement, moi j'avoue que Humberto Carrillo, c'est pas un lutteur là, qui fait naître des émotions en moi, mais tu sais, d'habitude, un babyface va toujours être très gentil et refuser de faire des coups cochons, mais c'est rare qu'on voit un babyface qui s'est fait comme péter la gueule sur le ciment il y a de cela quelques semaines, se venger d'une façon brutale comme celle-ci. Donc, ça donne un petit edge à ce personnage-là qui est quand même bienvenu dans un univers d'habitude qui est un petit peu pris dans ses codes. Là. Donc, j'ai pas l'impression qu'il va devenir une très grande vedette, même si semble-t-il que Paul Heyman est très enthousiaste par rapport à Humberto Carrillo. Mais voilà, ça fait en sorte que je vais l'envisager un petit peu plus plutôt que de soupirer à chaque fois que je vais le voir rentrer sous l'écran. C'était correct. On va lui donner un petit peu de chance à la pauvre petit pit, mais Andrade nous quittera sous peu. Mais tu sais, où j'allais avec ça, c'est que c'est ça. On a eu une belle soirée de lutte dimanche qui suivait une belle soirée de lutte samedi. On en avait parlé dans nos avant-goûts. Oui. Moi, j'étais devant ma télé samedi soir. J'avais envie d'écouter ça en direct, le NXT Worlds Collide. On s'attendait à quasiment un takeover light. C'est pas un takeover, mais ça avait les airs d'un takeover. 5 combats. Finalement, on en a mis un dans la pré-carte. Le deuxième combat féminin a été placé dans la pré-carte. Et tous nos pronostics ont pris le bord parce que les deux combats que j'avais isolés comme étant les combats de la soirée ont livré la marchandise, mais peut-être pas à la hauteur de mes attentes. Tandis que le combat principal, Imperium contre Undisputed Era, je m'excuse, mais c'est comme ça que tu bookes des combats à plusieurs en 2020. J'ai aimé ça, là. Tu sais, c'était deux clans de méchants à la base, donc toujours un peu plus compliqué de savoir où les gens vont se diriger. Mais même avec ça, les gens ont décidé que Walter était l'élu, qui était celui qui allait faire le retour en force, qui allait avoir les adulations. Et en plus, la vie s'est imposée parce qu'Alexander Wolf s'est fait sortir du match avec une commotion désagréable à regarder. Le Bobby Fish a manqué son coup. Il s'en voulait. En tout cas, quand je le regardais, j'avais l'impression que
en tout cas, je sais pas, la faute semblait revenir aussi un petit peu à Alexander Wolf qui, il savait qu'il y avait, visiblement, il savait qu'il y avait un coup de tibia qui arrivait sur sa poitrine, mais je pense qu'il avait été déjà un petit peu ébranlé par le coup d'avant, puis il l'a pris en baissant le menton. Donc, ça fait en sorte que le coup est rentré sur son menton, puis là, ben, ça l'a ébranlé. Et chapeau au travail de l'arbitre. C'est rare qu'on voit des arbitres aussi efficaces dans leur gestion de crise. Puis comme tu dis, la face de Bobby Fish après, tu te dis, oh my God, je dirais pas pauvre gars, mais il se sentait mal. Ben, il se sentait mal, c'est que Bobby Fish est un pro, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Il savait instantanément qu'il venait de le knocker out, puis il était comme un mélange de j'espère qu'il va être correct, puis il était visiblement fâché après lui-même de je viens de blesser un dude. C'est jamais le fun de voir ça. La réaction a été adéquate. On le sort de là, puis on donne le jeu à Nigel McGuinness de dire ouais, Alexander Wolf est blessé, il ne reviendra pas. 4 contre 3, ça continue. Puis à la limite, ça se peut, je veux dire, c'est un sport de combat. Je veux dire, même si c'était pas l'histoire qui était prévue, ça nourrit l'histoire. Puis justement, quand c'est des bons lutteurs d'expérience qui n'ont pas le choix de s'adapter en fonction d'un scénario qui est prévu, ben ça les oblige à faire preuve d'improvisation et de montrer justement toute leur qualité de lutteur. Puis tout le monde a rebondi là-dessus, donc on a fait l'avantage en Undisputed Era, on a fini par isoler Walter, ça a juste alimenté le comeback quand il est revenu d'avoir passé au travers des tables. Walter revient, distribuer des chops en veux-tu en v'là. Donc tu sais, le combat, raconte l'histoire de l'égrenage d'Undisputed Era qui se continue. On a perdu un championnat. Là, on va peut-être Adam Cole commence à avoir la soupe chaude. Les championnats par équipe vont être en jeu aussi à TakeOver Portland. Donc, tu sais, ça s'effrite tranquillement pas vite. Puis il fallait que ça arrive à un moment donné. Que ça arrive à un moment donné. Là, on décide que c'est Imperium qui donne un bon coup de barre dans tout ça. Walter... Regarde, retenez le nom. Si vous n'écoutez pas vraiment NXT UK, vous avez entendu parler de Walter. On vous l'a dit que Walter contre contre Tyler Bate, c'était de la bombe. Reculez dans le temps, allez voir ça, vous allez comprendre la bête qu'est Walter. C'est lui aussi qui a remis PCO sur la map. Il y a 2 ans et demi, on l'a mis en ligne sur la DS.ca, ce combat-là. Il est spécial à ce point-là, Walter. Il y a quelque chose dans sa façon d'agir, sa façon de lutter, sa façon de diriger l'action, son poids. Il y a tout ce qu'il faut pour raconter des histoires de lutte d'une certaine façon. Il peut pas tout faire. Mais quand il raconte ce qu'il a à raconter, dans ce combat-là, ça a été merveilleusement bien fait. Puis j'étais, même après 4 combats, très intéressant. C'était une belle soirée. Je passais de me désinvestir un peu parce que les combats 4 contre 4, c'est tel que tel. C'est souvent très gadget. On fait des changements, une coupe de gugus, on va faire une souplesse à 6, puis c'est ça. Et là, pas pantoute. Et j'étais comme, waouh, ça a été long, c'était bon. Et j'en prendrais plus. Tu sais, on disait souvent dans les Survivor Series que le brand supremacy, il n'y en a pas. Puis les gars de drapeaux, c'est comme, vous en foutez des marques tout le temps. Mais là, c'était pas NXT UK contre NXT comme la plus grosse marque gagne. C'était plus un prétexte de on représente un bord, vous représentez l'autre, puis on veut gagner. Donc, tu as eu des méchants contre des méchants, tu as eu des gentils contre des gentils, et c'était pas un faut qu'on donne pour notre brand. C'était juste un let's fight. Et c'était la saveur du Worlds Collide. Et le combat principal l'a très bien illustré. Et nous a aussi. Il n'y aura pas de suite, là. On ne verra pas Imperium à toutes les semaines à NXT, mais le jour où ils vont décider de ressortir Walter contre Adam Cole, on va se souvenir que, ben oui, c'est vrai, ils se sont croisés il y a 6 mois, puis Walter, il a donné toute qu'une chop pour le faire virer cul par-dessus tête. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est mon genre de soirée là. C'était plus court. Ça a duré 2 heures et quart. C'était vraiment très, très, très compact. Très bon, cela dit. La semaine dernière, notamment, puis au cours des mois précédents, tu m'avais bien hypé. Ben oui, Dragunov. Je regardais ce match-là, puis peut-être que c'était pas sa meilleure soirée, mais j'ai pas rien vu de vraiment spécial. Non, surtout qu'est-ce qui était un peu plat, mais je pense que la foule de ce gala-là, soit qu'elle manquait d'éducation en quelque sorte en termes de lutte, elle n'avait pas l'air de connaître tout le monde. Puis, tu sais, je veux dire, n'oublions pas que Finn Balor, c'est un méchant maintenant. Dragunov, c'était censé être le gentil dans ce match-là. Mais, est supposé être le gentil. Mais Balor était célébré et Dragunov était hué. Donc, il y avait déjà un problème. Puis si Dragunov n'était pas capable par lui-même de faire comprendre aux gens que c'est lui le gentil dans cette histoire-là, ben ça montre qu'il y a peut-être encore un manque d'expérience qui a besoin d'être travaillé. C'est comme... Il était dans un environnement moins familier avec lui. Donc, tu sais, ce qui aide beaucoup au personnage de Dragunov, c'est quand les gens... Dès qu'il met le pied dans l'amphithéâtre,
sont debout. Vous voulez avoir des exemples reculés en Allemagne, des combats contre Walter, justement, où là, la foule mange dans sa main parce que c'est sa fédération, c'est son environnement. Là, c'était comme on dirait qu'il fallait qu'il convainque les gens de Houston que hey, c'est le fun ce que je fais. Puis l'énergie qu'il a déployée à faire ça, on dirait que ça s'est pas transmis dans le match. Fait que c'était correct, c'était pas mauvais, c'était juste c'était tel que tel. Tout comme Tony Storm contre Rhea Ripley. Ça fait longtemps qu'on vous dit que Tony Storm, c'est probablement l'avenir de cette division-là. Rhea Ripley a pris un peu sa place, mais là, les deux avaient un historique. Tony Storm l'a battu 2 fois. Et le combat était tel que tel. Il n'y avait comme aucun suspense. On voyait pas personne Rhea Ripley perdre dans cette circonstance-là. Ça n'a même pas duré 10 minutes. Donc, tu sais, on avait des attentes et c'était pas mauvais. C'était juste correct. C'était pas la meilleure fin de semaine pour Tony Storm, même en général. Elle a été dans le Rumble, puis elle est restée dans le Rumble quoi, une vingtaine de minutes, je dirais à peu près, mais c'est à peine si on l'a vu. Pourtant, là, vraiment, c'est une vedette là, en puissance, cette lutteuse-là. On serait censé ne voir qu'elle dans le ring pratiquement, mais ça se passait pas en fin de semaine. Donc, c'est une année de remise en question pour Storm qui s'est faite carrément dépassé par d'autres gens. C'est peut-être ça un peu, des fois, quand tu es l'espoir avec le vent dans les voiles, ben, s'il y a d'autres mondes qui poussent plus fort en arrière, ils vont te dépasser, puis il faut que tu revises ta stratégie comme « Hey, t'as peu, je suis en train de perdre ma place au soleil, il faudrait que je me rebrasse un petit peu. » C'est peut-être ça pour Tony Storm cette année. Et ça a été ça par le passé. Check le lien. Check le lien. Ben, hâte de voir. Pour Tyler Bate. Tyler Bate, la première fois qu'on le levait à WWE, c'était le tournoi UK, le premier. On s'est dit, wow, ce gars-là, c'est l'élu. Ça va être une bombe nationale. Et ça fait déjà comme 4 ans de ça. Ça passe vite, hein? Donc... Ça passe vite quand on s'amuse. On s'amuse, oui. Copyright. Puis ça veut pas dire qu'il est pas bon, Tyler Bate. Ça veut juste dire qu'il était un petit peu sur la tablette, un petit peu moins présent dans l'imaginaire collectif des fans de lutte. Mais là, on le ramène de plus en plus aux États-Unis. Et ça, c'est le combat que j'ai... C'était ce que je voulais voir. DIY contre Mustache Mountain. On réunit DIY pour la première fois en grosso modo 1 an. Mustache Mountain étant toujours une belle équipe. Les deux s'étudient un petit peu dans le premier 5-10 minutes. On prend ça relax. Ça a commencé lentement un petit peu. Puis je pense que tu disais tantôt que Imperium contre Undisputed Era, c'était justement deux équipes méchantes qui s'affrontaient. Mais deux équipes méchantes, ça crée plus de tension que deux équipes gentilles. Il manquait justement de la tension dans ce match-là pendant le premier acte, si on veut. Cela dit, les 10 dernières minutes à peu près du match a fait en sorte que les lutteurs ont pu se reprendre et nous rappeler à quel point ce sont des maîtres de leur art. Donc la chimie opérait quand même et DIY qui sort victorieux de cet affrontement-là. À juste titre, je pense qu'ils ont plus à gagner, surtout dans la mesure où il faut qu'on fasse paraître Ciampa fort, étant donné que c'est lui le prochain aspirant au championnat NXT contre Adam Cole. Oui, puis le Blackheart est revenu en force. Le segment de signature de contrat, hier, il y a eu un beau moment justement imprévu d'improvisation qui était merveilleux. En fait, au début de leur petit affrontement physique, je pense qu'il a mangé un coup de micro sur le dessus de la tête et là, il s'est mis à avoir une coulisse de sang et il signe son contrat et la foule s'est mis à chanter « Use your blood! Use your blood! » Un peu comme The Fiend l'avait fait, mais de façon fausse, juste avant le Royal Rumble. Et là, il s'est étampé la main sur la tête et fait une grosse coulisse de ça sur le contrat. Ça valait 1000$. Si vous n'avez pas vu NXT hier soir, là, allez voir. Mais si vous allez voir sur YouTube, par exemple, aussitôt qu'il y a du sang qui apparaît, ça vire au noir et blanc. Donc, c'est un petit peu moins frappant comme visuel. Mais on comprend quand même qu'est-ce qui se passe. Comme dans Kill Bill. À la fin de Kill Bill, maintenant, ça devient trop violent, là, noir et blanc, parce que les studios n'osaient pas, je pense, mettre autant d'hémoglobine à l'écran. Mais ça ramène le Blackheart, c'est ça. DIY gagne contre Mustache Mountain. On installe aussi Gargano Balor parce que Balor est allé attaquer Gargano. On installe aussi Balor contre Tyler Bate parce qu'il affrontait Trent Seven cette semaine. Il l'a battu à NXT. C'est clairement pour installer contre Tyler Bate éventuellement. Donc, il y a Gargano en premier, ensuite Tyler Bate. Donc, tout ce combat-là, le Worlds Collide, on disait qu'il n'y a pas d'enjeu, mais il n'y avait pas d'enjeu concret à DIY contre Mustache Mountain. Mais tu as juste placé les pions pour un paquet de trucs. Et là, tu as un Tommaso Ciampa
meilleur que jamais, qui revient dans les pattes d'Adam Cole, qui a tassé Undisputed Era, ben pas temporairement du portrait, mais qui a démontré qu'il était capable de se débarrasser d'Undisputed Era au besoin. C'est Tommaso Ciampa qui est gentil, mais avec le même main streak qu'il avait lorsqu'il était méchant. Donc, c'est une formule gagnante. Daddy's back, puis il veut avoir Goldie. Ça, j'ai vraiment hâte. Dans 2 semaines, le TakeOver Portland, c'est déjà installé un dimanche. Et autre chose qu'ils ont installé pour TakeOver Portland, on n'a pas écouté NXT hier, évidemment, parce qu'on peut pas, mais on a couronné les gagnants de la Dusty Classics. Donc, les Broserweight, Matt Riddle, Pete Dunne ont battu Grizzled Young Veterans. L'équipe que moi, j'aime beaucoup, qu'on connaît moins, qu'on a moins vu, mais qui joue les rôles de méchants perfection. J'ai pas vu le combat, ça a l'air que c'était bien bon. Donc, on installe Riddle, Dunne pour un combat de championnat par équipe contre Undisputed Era, justement, à TakeOver Portland. Ça s'ajoute à Rhea Ripley contre Bianca Belair, Finn Balor contre Gargano et le championnat du monde. Donc, il reste la place pour un combat, peut-être de Keith Lee. On commence à installer champion avec Damien Priest puis Dominic Dijakovic. Dijakovic, Lee, on le sait, c'est toujours de l'or en barre. On va-tu y aller à 3 pour changer un peu la dynamique? Je sais pas, mais regarde, faut lui donner un aspirant qui est Lee champion nord-américain. Why not? Donc, tu sais, tout ça est ressorti de la grosse fin de semaine de WWE, plus un Raw correct avec le Speech Edge, on en a parlé tantôt, Randy Orton. Donc, ça va bien. Là, la route vers WrestleMania est comme enthousiasmante. Ça fait du bien. Parenthèse, Daniel Bryan aussi qui a sorti son T-shirt éco-friendly. On recycle des bouteilles de plastique pour faire des T-shirts, puis on plante un arbre. À chaque T-shirt vendu, un arbre de vente. Le gars est conséquent. Ça disait qu'il voulait pas vendre de T-shirts pour pas polluer quand il était méchant. Là, il vend des T-shirts, mais il pollue pas parce qu'il est gentil. Le gars, il comprend. Puis, prédiction, là, ce T-shirt-là va être vendu en débile. Ne serait-ce que pour la petite action du plantage d'arbres, ils vont sortir les chiffres puis ils vont faire « Wow, il y a un précédent ». Et c'est pas un mauvais précédent à créer que hey, je peux recycler des bouteilles de plastique pour faire des T-shirts, puis ça coûte 2 piastres de plus, mais j'en vends 10% de plus. À un moment donné, le chemin va se faire tranquillement pas vite, qu'on peut avoir des alternatives qui sont pas dommageables. Donc, chapeau de Daniel Bryan pour ça. Chapeau de WWE. Regarde, une fin de semaine presque sans anicroche au niveau d'histoires douteuses. On enlève Santina parce que ça prend toujours un moment honteux. C'est sûr. Puis ça va bien. Ouais, ça va bien. Puis là, ben... T'sais, ça fait longtemps que j'ai pas eu hâte de voir SmackDown parce que ça faisait du surplace avec Baron Corbin puis Roman Reigns. Mais là, justement, on peut espérer que ce vendredi, on va passer à autre chose. Bon, Bryan sera sûrement pas là. Donc, Roman Reigns, peut-être que c'est à ce moment-là qu'il va commencer à aller contre The Fiend. Puis, bon, là, il y avait des rumeurs aussi pour WrestleMania qu'on se dirigeait vers un match par échelle. TLC, en fait, pour les championnats par équipe de SmackDown et que The Miz et John Morrison continueraient les prochains mois en équipe. Bon, ça n'a pas été confirmé encore, mais si Daniel Bryan n'est pas pour être là dans les prochaines semaines, moi, je voyais comme un retour de la rivalité avec The Miz, mais ça me semble aussi naturel qu'il y ait une petite run en équipe avec Morrison. C'est son boy. De toute façon, il faut installer le Super Showdown qu'on ne mentionnera pas trop, mais ça risque de teinter les prochaines semaines un petit peu. Après, on va passer en mode WrestleMania. Sinon, regarde, on fait déjà un petit bout qu'on est là. All Elite Wrestling n'ont pas vraiment besoin d'en parler cette semaine. C'est encore une édition... On regarde le cap. Le pay-per-view s'en vient. Là, on est vraiment proche du pay-per-view de février. Il touche les bonnes notes. Moxley est un super aspirant. Cody avec sa gang, ça va bien. Si vous n'avez pas le temps de tout regarder, allez juste jeter le coup d'œil à quelques clips. Adam Page vient de réinventer l'expression « tiens ma bière ». Oui, c'est ça. Donc, vous irez voir ça. « Tiens ma bière » vient de se trouver une nouvelle définition. Puis, en tout cas, cette gimmick-là, il y a comme un petit quelque chose de Stone Cold quand même. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de la bière jouer un rôle dans l'univers de la lutte. Et il l'utilise, mais pas juste pour refaire ce que Stone Cold a déjà fait. C'est un twist différent sur l'utilisation de la bière. Très, très réussi. Très réussi. Le Texan qui aime sa petite bière... c'est familier, mais ça peut être différent. Donc, je pense qu'il vient de la Caroline, lui. Ouais, officiellement, il vient pas du Texas, mais tu sais, c'est un cowboy. C'est un cowboy au ranch, il boit de la bière chaude. Ça fit. Ça fit. Fait que, tu sais, ils touchent les bonnes notes. Alors, ils font rien d'incroyable depuis quelques semaines, mais ils gardent le cap, ils battent NXT de façon régulière à la télé. C'est comme un métronome, là, clac, clac, clac. Ça va bien. MJF est bon. MJF est très bon. Sinon, Marty Scurll a popé au Japon. Fait que, il pop à la NWA. Il pop au Japon. Ça rétablit le lien aussi qu'il va y avoir des lutteurs du Japon au show de la Supercard of Honor, de la Ring of Honor à la fin de semaine à Tampa pendant WrestleMania. On pensait que ce lien-là était un petit peu abîmé.
Pas en tout. Marty Scurll est en train de réactiver tout ça. Donc, on va revoir des gens de la New Japan avec Ring of Honor et on va revoir Marty Scurll chez les Junior Heavyweight de l'autre côté au Japon. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que c'est de l'échange de talents qui était très bénéfique, ne serait-ce que pour les affrontements qu'on ne verrait pas autrement, incluant le Bullet Club qui là, se refait une nouvelle image. Ils vont peut-être popper dans les plans de la Ring of Honor, puis se refrotter aux Briscoes, des trucs comme ça. Donc ça roule aussi de ce côté-là. Accès. On a un bon spot. Je cherche des affaires à chialer. C'est le moment intéressant de l'année de lutte. Là. La route vers WrestleMania est entamée de façon officielle. Petite déception par rapport, mais c'est un mini détail. Il a fallu attendre lundi pour voir la véritable enseigne WrestleMania, une enseigne physique qui était accrochée au doigt de l'aréna. Au Royal Rumble, on avait juste mis le logo sur l'écran puis on pointait l'écran. J'ai trouvé ça moins magique. Mais regarde, le tu veux ton enseigne physique. C'est ça, là, je me plains la bouche pleine. Puis sinon, moi, je vais finir sur une note pas culturelle pour une maudite seconde, mais j'y vais avec une question biologique. OK, vas-y. Cette semaine, on a appris que les Bella Twins sont enceintes simultanément. Et là, j'ai des questions. Y en a-tu une des deux qui est tombée enceinte en premier puis qui a mis de la pression sur l'autre pour que ah ouais, active, chouette, je veux qu'on accouche pas longtemps en même temps? Les astres se sont-tu alignés pour que les deux procréent dans le même mois-ish puis que ça donne que des jumelles sont cosmiques puis ils se tombent enceintes en même temps? Au bedon, c'était un acte volontaire qu'ils ont eu une soirée particulièrement arrosée puis qu'ils ont fait un party d'insémination. Moi, j'ai des questions. J'ai aucune réponse. J'aimerais t'offrir une réponse. J'ai beaucoup de questions. J'en ai malheureusement pas, mais je trouve que c'est un beau moment. Puis je sais pas si genre l'émission des Bellas, genre comment ça s'appelait? Total Bellas. Total Bellas. Je sais pas si ça existe encore, mais si oui, ils viennent de pogner le jackpot pour une prochaine saison. Là. Je veux l'épisode au bureau d'insémination qui dit docteur, on aimerait ça tomber enceinte en même temps. Make it happen. Non, l'épisode dans le party d'insémination. Ça, c'est la version pay-per-view. Les gens vont en commander des tonnes. Ça remplace la minute culturelle cette semaine, la minute biologie. La minute biologie. Ben, félicitations au Bella, félicitations à Daniel Bryan et au nouveau chum là, de Nikki, qui est un danseur, là, je pense que c'est ça. Donc on le connaît moins, mais félicitations. Et puis, j'espère que tout va bien se passer pour ça. On lui souhaite beaucoup de bonheur. John Cena va être dans le nouveau Fast and Furious. Fait que lui ici, ça va bien. Sinon, si vous voulez que ça aille bien, vous pouvez nous retrouver sur iHeartRadio, qui est la plateforme qui propulse le podcast. Sinon, Spotify, Google Play. On est sur YouTube chaque semaine, la zone vidéo du RDS.ca. Essayez au dépanneur du coin. Il y a peut-être des chances qu'il l'aille. Moi, je ne vais pas essayer personnellement, mais il y a toujours des surprises dans la vie. Il devrait sinon changer de dépanneur. Sinon, inscrivez-vous au cégep, puis Mathieu va vous apprendre la vie. C'est vrai. Les inscriptions, c'est bientôt pour l'année prochaine. Inscrivez-vous en études littéraires, là, en plus. Là. Ils ont toujours besoin de monde là, parce que lire, c'est plate. Donc, voilà. Sinon, vous dites... lire sur la lutte, hein, c'est un bon... lire le livre de Mathieu sur la lutte. C'est comme... Mon roman, c'est comme le cannabis. C'est une gateway drug. En fait, ça t'ouvre vers le merveilleux monde de la drogue d'un côté et de la littérature de l'autre. On va vous laisser sur ces beaux projets de vie-là de gâcher votre existence avec la littérature littéraire. Et on vous dit à la semaine prochaine avec Côté parce qu'on va y faire de la pression. On l'espère. Ciao!